Bonjour à toi chers spectateurs, Bad Boys for Life de Adil El Arbi et Bilal Fallah. J'ai un peu hésité à me foutre de la gueule du projet lorsque j'ai entendu parler de cette suite. Parce que ça fait je ne sais combien d'années que Will Smith arrête pas de dire je vais lancer la saga Bad Boys, je vais relancer la saga Bad Boys, Martin Lawrence il est chaud, on refait la saga Bad Boys. Et où à chaque fois ça plante. Et après le dernier plantage, personnellement, je me suis dit c'est bon, ils le feront pas, hein, ils vont arrêter, Will Smith est passé à autre chose. Et non, 2020 est bien l'année de Bad Boys 3. Et Jerry Bruckheimer, en plus, fait un double cette année puisqu'il relance Bad Boys et Top Gun. Et dans le genre année bizarre, je pense qu'on va se taper une barre sur 2020. Le résumé pour faire simple, alors qu'ils vivent des vies toujours aussi différentes, Mike et Marcus vont devoir faire face à la renaissance d'un vieux cartel de drogue mexicain, refaisant surface sur les plages de Miami, alors que Marcus voudrait bien prendre sa retraite. Soyons honnêtes, c'est très con. C'est vraiment très con. Mais c'est plutôt cool. Je ne saurais pas vous dire comment ça se fait, mais je trouve que El Arbi et Fallah sont deux cinéastes qui ont vraiment beaucoup d'énergie, qui arrivent à la transmettre de manière contagieuse aux spectateurs, et franchement, il y a la même énergie que sur Gangsta. Et Gangsta, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais vraiment dit qu'en termes de scénar, c'était l'un des trucs les plus cons et régressifs que j'avais vu depuis très longtemps, mais que ça avait vraiment de l'esthétisme et de la classe. Et c'est exactement ce qui se passe sur Bad Boys for Life. C'est clairement un long métrage qui n'est pas subtil, n'est pas élégant, n'est pas fin, mais possède une vivacité d'esprit et une énergie qui est très contagieuse avec le spectateur. Faut savoir qu'à la base, la seule chose qui me donnait vraiment envie sur ce projet, lorsque j'en ai entendu parler, c'était la présence de Joe Carnahan. Et lorsque j'ai vu la première bande-annonce et que j'ai découvert que Joe Carnahan s'était barré, au début je me suis dit c'est bon, le film il est foireux, ça va donner la même chose qu'avec Death Wish, ça va être complètement ridicule. Et j'ai vu les noms des deux metteurs en scène. Et là je me suis dit peut-être que ça peut être bien. Et heureusement, ça l'est. Pour le coup, c'est ringard à en crever. Pour le coup, c'est un film qui prend à aucun moment son parti pris pour quelque chose de sérieux, qui consiste à dire que c'est des personnages cons dans un univers régressif qui fait années 90, allons dans cette direction. Pourquoi pas? Il y a des projets, franchement, rien que sur le papier, on se dit qu'il n'y a pas grand chose à sauver, ou même à imaginer de bon, comme si le projet était pourri jusqu'à la moelle. Mais heureusement, parfois, encore et toujours sur le papier, certains donnent envie de s'y attacher, même si on imagine le pire la plupart du temps. Le nouveau long métrage des réalisateurs belges El Arbi et Fallah est un vrai trip rétro. Pas du tout un délire de seconde main ringard ou lourdeau, quoique un peu ringard quand même, mais s'avère surtout être un vrai délire de cinéma prenant et entraînant, qui se tient notamment par la présence charismatique de ces deux acteurs, et surtout une vraie envie d'emmener ces deux personnages dans une direction plutôt cool et très efficace pour le coup. En termes d'écriture, donc c'est écrit par Chris Bremner et Peter Craig à la base, et Joe Carnahan est revenu derrière donc lorsqu'il était encore à la réalisation du projet pour essayer d'équilibrer un peu le tout. Il faut bien admettre que cette écriture ne brille pas forcément par son originalité, en tout cas dans son postulat de départ. C'est original dans l'univers Bad Boys, soyons honnêtes, parce que d'habitude les Bad Boys, prenez le postulat de base, hormis la scène d'intro dans Bad Boys 1, la plupart du temps c'est cartel de drogue, grosse cargaison de drogue et point barre. Or là on est plutôt sur un scénar de vengeance, ce qui est plutôt sympathique. Faut remettre dans le contexte, c'est vraiment juste je pense pour essayer d'étoffer un peu les personnages. Sans spoiler, le film a un intérêt parce que plus il avance, plus il contrebalance l'équilibre des personnages. C'est-à-dire où la plupart du temps, dans le 1 et le 2, on avait vraiment Marcus et le mec qui défend la famille, et Mike est plutôt le tombeur qui va chavirer les cœurs. Là, le film va dans une direction que je trouve très intéressante, dans le sens où Marcus, il n'y a plus besoin de construire des trucs autour de sa famille, tout a été fait dans tous les sens. Attardons-nous sur Mike et essayons de comprendre pourquoi il a choisi de devenir un tombeur. Et sur le papier, ça peut sembler très con, mais lorsqu'on arrive dans le vrai morceau d'écriture qu'il y a dans ce film, c'est là que je me suis dit, Joe Carnahan, il est passé par là. Un peu comme sur Death Wish, où je m'étais dit que dans la première partie du film, c'était Joe Carnahan qui était passé par là, et ensuite la deuxième, il avait disparu. Et bien ici, c'est la même chose. Sauf que c'est l'inverse. Première partie d'écriture, il n'y avait pas de Joe Carnahan. Dernière partie, il est arrivé et il a décidé de mettre tout ce qu'il fallait pour rendre l'écriture intéressante, prenante et surtout profonde. Chose qui semble très compliquée sur un Bad Boys.
Bremner, Craig et Carnahan offrent ici un vrai délire. Un vrai scénario qui peut sembler très lourd et assez maladroit sur la forme et son acheminement dramatique, mais franchement, pour le coup, on a vraiment affaire à un joli travail de reconception des personnages et de développement de certains aspects rares et insoupçonnés du genre. S'il est indéniable que l'ensemble garde une forme proche d'un délire post-années 90 un peu bouffi dans sa dramaturgie et sa manière de se construire de tout son long, il est également évident que ce que l'on retient, c'est surtout ce troisième acte franchement cool et presque épique qui emporte totalement le spectateur dans un climax vraiment jouissif. En termes de mise en scène, Adil El Arbi et Bilal Fallah, comme je le disais déjà sur Gangsta, ce sont des mecs qui ont une esthétique qui est très atypique. Une esthétique flashy, pop, extrêmement bien rythmée. Et là où sur Gangsta, il y avait vraiment des références très ouvertes à Martin Scorsese, ici, ça veut vraiment citer du Michael Bay, mais en allant chercher un espèce d'entre-deux. C'est-à-dire là où moi, personnellement, j'adore le premier Bad Boys et je trouve le deuxième vraiment con et parfois laid, ils ont réussi à trouver cet entre-deux qui consiste à placer une caméra qui va jouer, on va dire, avec les effets de style de Michael Bay. C'est-à-dire que ce film n'est pas une preuve d'originalité de la part des deux cinéastes belges. C'est simplement une envie de leur part de rendre hommage à un metteur en scène américain qui les a beaucoup influencés. Et donc du coup, ils choisissent de, je ne dirais pas copier son style, mais en tout cas, l'épouser de telle sorte à lui rendre beaucoup hommage. Et ça fait qu'il y a pas mal de plans qui font des clins d'œil aux précédents Bad Boys. Bien au-delà de ça, il y a des plans qui sont vraiment très esthétiques, mais il y a un truc sur lequel ils ont vraiment choisi de se démarquer. Et c'est peut-être un des points que je trouve les plus intéressants. C'est que visuellement, il y a beaucoup de couleurs sur ce film, et surtout, il y a un vrai équilibrage de toute la puissance qu'une imagerie, entre guillemets, pop des années 90 pouvait avoir. Et donc du coup, ça fait que le film, visuellement, a un super cachet, a vraiment une esthétique et un jeu de couleurs qui fonctionne vraiment bien et qui permet surtout au décor de vraiment ressortir. Je dis pas que c'est une mise en scène qui est ultra inventive, je dis que c'est une mise en scène qui a de la gueule et de la classe. Pour le coup, c'est le point qui fonctionne le mieux dans ce long métrage. Et même si par moments c'est un peu trop flashy et un peu too much en termes de couleurs et d'esthétique, pour le coup, El Arbi et Fallah vont dans une direction qui possède une esthétique un peu plus light que le deuxième volet et un peu plus fournie que le premier. On sent que les deux cinéastes, qui étaient déjà shootés au style de B sur leur précédent métrage, nous offrent ici un pur délire cinématographique fumé et jouissif qui se plombe un peu tout seul en abusant de certains effets de composition et de lumière, mais franchement, rien que pour les courses-poursuites et les séquences de nuit, ce long métrage est vraiment classe visuellement. Alors en termes de casting, il est indéniable qu'hormis les deux acteurs principaux, je ne trouve pas que ce casting soit complètement fou. Que ce soit Vanessa Hudgens, que ce soit Alexander Ludwig, que ce soit Paola Nunez qui s'en sort pas trop mal, Kate Del Castillo qui est extraordinaire parce qu'elle en fait des caisses, mais alors ça passe trop bien tellement c'est ouf, Joe Pantoliano qui encore une fois a un très bon rôle et ici l'utilise vraiment à merveille, enfin je veux dire les trois quarts des séquences où il est c'est à mourir de rire, Charles Melton, Jacob Scipio qui est pas trop mal, qui s'en sort plutôt bien avec un personnage plutôt intéressant, enfin dans l'ensemble c'est pas un casting que je trouve fou. Je veux dire, les précédents arrivaient mieux à s'en sortir, mais c'est pas trop mal. Après, le film vaut clairement le coup uniquement pour le duo d'acteurs principal. Ça, franchement, je pense que vous en doutez de base. Le duo Will Smith et Martin Lawrence fonctionne vraiment du feu de Dieu ici, les deux acteurs prenant clairement plaisir à rejouer ensemble et surtout à abuser à nouveau des traits des caractères de leurs personnages. Au bout du compte, Bad Boys for Life, qui est supposé être le dernier, mais finalement je ne pense pas puisque le film fonctionne plutôt bien, est un bon délire. Pas un film foufou, c'est pas une œuvre démentielle, c'est pas une œuvre complètement maîtrisée, mais on sent que Carnahan y a laissé beaucoup de son fantôme dans l'écriture et que El Arbi et Fallah ont vraiment cherché à créer quelque chose de visuellement pop qui rend hommage à un cinéma des années 90 tout en s'accaparant un style à la Michael Bay plutôt classe. Donc Bad Boys for Life de Adil El Arbi et Bilal Fallah, et ben c'est fun. Franchement, je pense pas que vous allez vous ennuyer devant un film comme ça. Et dans le genre remake et suite, celui-là fait plutôt bien passer la pilule pour le début de l'année 2020. À voir ce qui va se passer sur la prochaine production de Jerry Bruckheimer. Mais là, c'est plutôt sympa. A plus!